Il m'a giflé si fort que le son a retenti dans la pièce comme un coup de pistolet. 280 invités se sont figés, une coupe de champagne à mi-chemin des lèvres, une fourchette suspendue au-dessus de leur entrecôte, leur regard allant de l'un à l'autre avec incrédulité. La brûlure a fleuri sur ma joue, mais je n'ai pas bronché. Mes médailles ont légèrement bougé avec l'impact, les rangées de rubans s'entrechoquant faiblement, comme si elles me rappelaient pourquoi je me tenais droite en premier lieu. À mon mariage, devant tout le monde, par mon propre père. Papa, président de Halstead Enterprises, un homme qui avait bâti un empire technologique à partir de rien et ne laissait jamais personne l'oublier, venait de frapper sa fille, non pas dans une colère privée, mais pour une humiliation publique. La salle sentait le bois ciré, les roses et le whisky coûteux, mais tout ce que je sentais, c'était la brûlure sur mon visage et le poids de 280 paires d'yeux. Il avait déjà craché son ordre une fois, la voix dégoulinante de dédain. Enlève ces stupides médailles. Il l'avait dit comme si les rubans de service sur ma poitrine étaient de la camelote, une honte pour son image. J'avais refusé d'un simple hochement de tête, le menton haut, une posture ancrée dans mes os par des années d'inspection. Et c'est là que sa main s'était abattue. Avant que je puisse réagir, une autre main l'a interceptée, forte, stable, gantée de blanc. Mon fiancé, James, un Navy SEAL 4 étoiles, s'était interposé entre nous. Il a empoigné le poignet de mon père avec une poigne de fer, calme mais inflexible, et s'est penché assez près pour que seules quelques personnes au premier rang puissent l'entendre. 8 mots sont sortis de sa bouche, d'une voix basse et délibérée. Quel que soit le pouvoir que papa pensait détenir, il s'est évaporé. Toute la salle s'est levée. Ce n'était pas le chaos. C'était un jugement collectif. Une vague de mouvements, un verdict silencieux. Le PDG qui avait bâti son empire en commandant l'attention paraissait soudainement petit. Son visage s'est vidé de sa couleur, ses yeux fuyants comme un homme acculé. Ma joue brûlait encore, mais ma fierté n'a pas vacillé. Je me suis redressé. Parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas seulement une fille. J'étais un officier décoré, une femme qui avait porté son fardeau dans des déserts et sur des ponts de navires à l'autre bout du monde. Vous vous demandez probablement comment nous en sommes arrivés là. Pourquoi un père giflerait sa fille le jour de son mariage? Pourquoi un uniforme, la seule vérité que j'ai jamais possédée, a pu déclencher une telle fureur? Pour comprendre ce moment dans la salle, vous devez savoir d'où je viens. J'ai grandi dans une maison où le pouvoir était la monnaie et l'amour était rationné comme des dividendes trimestriels. Papa était le genre d'homme qui mesurait la valeur en marge de profit et les conversations au dîner par qui il pouvait impressionner au country club. Il portait des costumes sur mesure comme une armure, fumait des cigares qui sentaient le cuir brûlé et conduisait des voitures qui coûtaient plus cher que les maisons de certaines familles. Pour le monde extérieur, il était plus grand que nature. Pour moi, il était un mur que je ne pouvais jamais escalader. Dès que j'ai su marcher, mon chemin était tracé dans sa tête. École préparatoire, Ivy League, un siège au conseil d'administration et, finalement, le bureau du directeur de Halstead Enterprises. Il n'élevait pas des enfants. Il cultivait des héritiers. Ou du moins, c'est ce qu'il pensait faire. Mais même enfant, je n'ai jamais vraiment correspondu à son plan. Pendant que mes frères jouaient au golf et étudiaient les bilans, j'étais celle qui lisait en cachette des livres d'histoire militaire sous les couvertures la nuit. À table, quand papa se lançait dans des conférences sur les fusions et les tendances du marché, je me surprenais à regarder par la fenêtre le drapeau qui claquait dans le vent du soir, me demandant ce que ça ferait de mériter le droit de le saluer. Papa m'a surprise une fois en train de repasser son vieil uniforme du ROT qui avait été relégué au fond d'un placard. Il a ri, mais pas gentiment. Ne perds pas ton temps avec ces bêtises. Les soldats reçoivent des ordres, les PDG en donnent. C'était sa philosophie en une seule phrase. J'ai appris très tôt que dans son monde, les uniformes étaient inférieurs aux costumes, le service inférieur au statut, et les médailles, eh bien, les médailles étaient stupides. Alors pourquoi ai-je porté les miennes à mon mariage? Pourquoi les-je défier en sachant pertinemment comment ils réagiraient? Parce que les médailles n'étaient pas que du métal et du ruban. Elles étaient l'histoire de ma vie. Chacune représentait de la sueur, des cicatrices. Des nuits sans sommeil, des décisions prises dans le feu de l'action. Ce n'étaient pas des parures. C'étaient des preuves. Je les ai méritées dans des déserts sous un soleil qui arrachait la peau des os, dans des mers qui ballottaient les navires comme des bateaux jouets, dans des nuits où le seul son était le crépitement d'une radio et les prières silencieuses des hommes à mes côtés. Et je les ai méritées en silence aussi. Des lettres sans réponse, des appels ignorés,
des étapes franchies sans les applaudissements d'un père. L'ironie, c'est que ces médailles avaient plus de poids que n'importe quel certificat d'action que papa ait jamais signé. Elles étaient lourdes d'histoire. Elles n'étaient pas pour la parade. Elles étaient pour la survie. Quand papa m'a frappé, je n'ai pas seulement senti une gifle. J'ai senti l'aboutissement de décennies de mépris, l'incarnation de chaque silence, de chaque moquerie, de chaque fois qu'il m'a regardé et n'a pas vu une fille, ni un officier, mais un échec à suivre son scénario. Mais la salle n'a pas pris son parti. Pas cette fois. Les invités, PDG, investisseurs, parents et étrangers, se sont levés, non pas pour applaudir, mais dans une solidarité silencieuse. Et dans la mer de costumes sur mesure et de robes de créateurs, j'ai senti le regard de ceux qui comptaient le plus. Mes frères d'armes, les SEALS avec qui j'avais versé mon sang. Leurs yeux brûlaient, non pas de pitié, mais de fierté. L'empire de papa avait toujours été bâti sur sa capacité à commander les salles. Mais dans cette salle, l'autorité a changé de camp. Avec 8 mots d'un cil, avec 280 personnes se levant pour défier l'arrogance, l'équilibre du pouvoir a basculé. La brûlure sur ma joue persistait, mais autre chose aussi. La clarté. J'ai réalisé que je n'avais pas besoin de l'approbation de papa pour valider mon chemin. Mes médailles, mes vœux, ma vie, il n'était pas à lui de les commander. Pourtant, ce moment n'est pas sorti de nulle part. Il couvait depuis des années, façonné par une enfance de contrôle, une jeunesse de rébellion et une carrière taillée dans des endroits que papa n'a jamais pris la peine de regarder. Si vous voulez comprendre le poids derrière cette gifle, et pourquoi la salle s'est levée pour moi au lieu de lui, alors vous devez savoir où tout a commencé. Et cela a commencé bien avant que je n'enfile un uniforme. Je suis né dans la richesse, mais pas dans la chaleur. Notre maison se dressait au sommet d'une colline près de Boston. Un monument de verre et de pierre au succès, rempli de fauteuils en cuir, de peintures à l'huile et de silence. L'allée était assez longue pour engloutir une douzaine de voitures. Mais le trajet du portail à la porte semblait toujours plus long, car on savait ce qui attendait à l'intérieur. Papa, Richard Halstead, fondateur et PDG de Halstead Enterprises, traitait la maison comme une salle de conseil et la famille comme des employés. Il croyait en l'efficacité, la discipline et l'ordre, pas en l'affection. Son uniforme quotidien était un costume gris sur mesure, une cravate nouée avec une précision militaire, des chaussures si bien cirées qu'on pouvait y voir son reflet. Il entrait chaque soir par la porte d'entrée comme un général revenant de campagne, jetant ses clés sur la table en marbre et s'attendant à ce que le dîner soit sur la table à 18h30 précise. Nous n'étions pas une famille. Nous étions un emploi du temps. Mes frères, 2 aînés, un plus jeune, étaient préparés comme des héritiers de l'Empire. Chaque samedi matin, papa les emmenait au club, leur apprenant le swing de golf et les tendances du marché comme si un putter et un portefeuille étaient les seuls outils dont un homme avait besoin pour survivre. Il leur parlait d'investissement, de leviers financiers et d'héritage. Avec moi, sa seule fille, il parlait d'apparence. Tu seras jugé par celui que tu épouseras, pas par ce que tu feras, a-t-il dit plus d'une fois. Alors garde le menton haut, souris quand on te parle et ne fais pas honte à la famille. Pour lui, j'étais une pièce sur un échiquier, une future épouse destinée à sceller des alliances, pas quelqu'un avec ses propres ambitions. Ma mère était le contrepoids doux. Elle aimait les livres, l'art et les moments calmes qui se glissaient dans les fissures de la vie réglée de papa. Elle me lisait de la poésie au coucher, sa voix un baume contre la froideur de la maison. Quand je m'écorchais le genou, elle l'embrassait. Quand je doutais de moi, elle murmurait, ne laisse personne décider de ta valeur, pas même ton père. Mais sa voix, bien que douce, était souvent étouffée par les ordres de papa. Les conversations au dîner portaient moins sur la famille que sur les cours de la bourse. Mes frères étaient félicités pour leurs bonnes notes en économie, pour avoir présenté de faux plans d'affaires à table. Moi, pendant ce temps, je parlais de mes projets d'histoire sur la guerre d'indépendance ou de ma fascination pour la marine, et papa me coupait d'un geste dédaigneux. Ceux qui ne peuvent pas bâtir des fortunes font la guerre, disait-il. Ce n'est pas toi. Tu es plus intelligente que ça. Ou du moins, tu pourrais l'être. Ce n'était pas seulement de la désapprobation. C'était du dédain. Il y a une nuit dont je me souviens vivement. J'avais 12 ans, assise à la longue table en chêne sous le lustre. Mon bulletin venait d'arriver et j'avais fièrement montré mon nain en éducation civique. J'ai expliqué à papa que je voulais rejoindre le programme junior du ROTC à l'école. Je pensais que peut-être, juste peut-être, il serait impressionné par mon initiative,
par ma discipline. Il n'a même pas levé les yeux de son steak. Ridicule, a-t-il dit. Marcher en uniforme bon marché ne mettra pas de nourriture sur la table. Mais papa, ai-je commencé. C'est une question de service, de leadership. Il a claqué son couteau, l'argenterie cliquetant contre la porcelaine. La pièce est devenue silencieuse. Ne gaspille pas ta salive. Tu ne rejoindras aucun programme qui t'apprend à saluer. Les Halstead sont salués. Nous ne saluons pas les autres. Je suis restée assise là, les joues brûlantes, les yeux rivés sur mon assiette. Mon frère a souri en coin, moitié amusé, moitié soulagé. Ce n'était pas lui dans la ligne de mire. Ma mère a tendu la main sous la table et a serré la mienne. C'était le seul réconfort que j'ai eu. Cette nuit-là, allongé, éveillé, j'ai décidé de me souvenir de chaque mot. Non pas comme des chaînes pour me lier, mais comme du carburant pour lui prouver qu'il avait tort. Au lycée, le fossé entre nous s'était creusé. Mes frères étaient ses copies conformes, arpentant les couloirs en blazers impeccables, parlant déjà de fonds spéculatifs et d'introduction en bourse. J'étais l'intruse, attirée plutôt par les élèves du ROTC qui s'entraînaient sur le terrain de football, leurs bottes frappant le bitume d'un rythme sec. Quand j'ai dit à papa que je voulais postuler à l'Académie navale, il a réagi comme si j'avais annoncé que je rejoignais le cirque. Tu jettes par la fenêtre tous les avantages qu'on t'a donnés, a-t-il aboyé. Sais-tu ce que les gens diront quand ils entendront que ma fille rampe dans la boue au lieu de diriger des réunions de conseil? Ils se moqueront de toi. De moi. Je me fiche de ce qu'ils diront, ai-je répondu, la voix tremblante mais ferme. C'est mon choix. Il m'a dévisagé un long moment, puis a prononcé la phrase qui résonnerait dans mes oreilles pendant des années. Si tu suis ce chemin, ne t'attends pas à ce que je marche à tes côtés. Et il le pensait. Pourtant, je n'ai pas été dissuadé. La nuit, je me plongeais dans les dossiers de candidature à l'académie, mémorisais les règlements et me forçais à courir bien avant le lever du soleil. Ma mère m'aidait discrètement, me glissant des brochures et des manuels d'études, m'encourageant quand papa n'était pas là. Elle savait que je devais m'échapper de cette cage dorée. Le jour où ma lettre d'acceptation d'Annapolis est arrivée, j'ai couru dans le salon, le cœur battant, la lettre tremblant dans mes mains. Maman a pleuré de joie. Papa, non. Il a juste fixé l'enveloppe pendant 30 secondes avant de marmonner, alors, tu es sérieuse avec ces bêtises. Puis il a quitté la pièce. Il ne m'a pas parlé pendant 2 mois. C'était mon premier vrai goût du silence comme punition, et ça faisait plus mal que n'importe quel cri. Avec le recul, j'ai réalisé que papa n'élevait jamais la voix parce qu'il n'en avait pas besoin. Il régnait par sa présence, par des attentes qui flottaient dans l'air comme de la fumée. Soit on était à la hauteur, soit on était rejeté. J'étais déjà à mi-chemin d'être rejeté. Mais autant que ça faisait mal, cette maison m'a appris quelque chose d'important, le pouvoir sans empathie est creux. L'empire de papa était vaste, son influence indéniable, mais sa famille vivait dans la peur, pas dans l'amour. Et je savais au fond de moi que ce n'était pas l'héritage que je voulais. Je voulais construire quelque chose de différent. Pas une entreprise, pas une fortune, mais une vie ancrée dans l'honneur. C'est pourquoi, lorsque l'acceptation de l'académie est arrivée, je n'ai pas hésité. J'ai fait mes valises, embrassé ma mère et tourné le dos au sol en marbre et au lustre pour un monde de lits superposés en acier, d'exercices à 5 heures du matin et d'uniformes que papa qualifiait de stupides. C'était le choix le plus difficile que j'ai jamais fait. Mais c'était aussi le premier pas vers l'allée que je parcourais un jour, médaille scintillante, papa furieux et 280 personnes regardant nos mondes finalement entrer en collision. L'été avant mon départ pour Annapolis, la maison semblait plus froide que jamais. Ce n'était pas la climatisation, c'était le silence. Papa m'ignorait à peine. Au petit déjeuner, il lisait le Wall Street Journal comme si je n'existais pas. Au dîner, il interrogeait mes frères sur leur stage et les tendances du marché, mais ne se tournait jamais vers moi. C'était comme si j'avais déjà été découpé du portrait de famille Halstead. Une nuit, je l'ai entendu au téléphone dans son bureau. Sa voix portait à travers la lourde porte en chêne. Elle gâche sa vie, a-t-il dit. Rejoindre la marine, ce n'est pas mieux que de retourner des hamburgers. Ne vous attendez pas à ce qu'elle tienne un an. Les mots ont frappé plus fort que s'il me les avait criés au visage. Je suis resté dans le couloir, les poings serrés, mémorisant chaque syllabe. C'était la manière de papa. Il ne discutait pas, il méprisait. Et dans son mépris, il a renforcé ma résolution.
Annapolis était tout ce qu'il disait. Ce serait éreintant, implacable et sans pitié. Mais ce qu'il ne savait pas, ce qu'il n'a jamais compris, c'est que je m'épanouissais sous la pression. Les premières semaines ont failli me briser. Debout avant l'aube, courant jusqu'à ce que mes poumons brûlent. Des pompes jusqu'à ce que mes bras tremblent. Des inspections où un seul pli dans votre uniforme pouvait signifier des heures d'exercice supplémentaires. Je me souviens d'être en formation, la sueur coulant le long de ma colonne vertébrale, entendant un instructeur me hurler au visage. « Tu penses que l'argent de papa peut te faire passer ça ? Réfléchis encore. » J'avais envie de crier que j'avais tourné le dos à tout ça, mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste serré les dents et enduré. Chaque insulte, chaque exercice punitif était du carburant. Il y a eu des nuits où je m'effondrais dans mon lit, les muscles en feu, me demandant si papa avait raison, si peut-être je n'étais pas faite pour ça. Mais alors, je l'imaginais souriant en coin devant son scotch, racontant à ses collègues que sa fille avait échoué. Et cette pensée allumait un feu en moi. L'échec n'était pas une option. En deuxième année, j'ai commencé à trouver mon rythme. J'ai étudié plus dur que jamais dans ma vie. Pendant que d'autres sortaient boire, je restais à la bibliothèque, mémorisant la stratégie, la logistique, l'histoire. Je courais jusqu'à ce que mes jambes soient comme de l'acier. Lentement, je me suis élevé, non pas parce que j'étais la plus forte, mais parce que je refusais d'abandonner. Je n'oublierai jamais ma première cérémonie de promotion. Mon officier supérieur m'a épinglé ma nouvelle barrette et pour la première fois, j'ai senti le poids de la responsabilité sur mon épaule. J'ai appelé à la maison après, la voix pleine de fierté. La ligne a sonné, sonné et sonné. Aucune réponse. Alors, j'ai posté une photo de la cérémonie. Des semaines plus tard, j'ai reçu une simple enveloppe en retour. À l'intérieur, il n'y avait pas de mots de félicitations. C'était un article découpé d'un magazine économique sur le stage de mon frère chez Goldman Sachs. Un post-it jaune avec l'écriture de papa disait « Voilà à quoi ressemble le succès ». Je l'ai déchiré en deux. La fracture n'a fait que s'élargir. Le monde de mon père tournait autour des profits et du prestige. Le mien tournait autour du service et du sacrifice. Chaque retour à la maison pour les vacances se transformait en un nouveau champ de bataille. Il s'asseyait en bout de table, faisant tourner son bourbon et demandait, alors, toujours en train de jouer aux soldats. « Ce n'est pas un jeu », répondais-je. « Les médailles ne paient pas les hypothèques », répliquait-il sèchement. Maman intervenait, la voix calme mais ferme. « Tout ne doit pas tourner autour de l'argent, Richard. » Il ricanait, se repliait dans le silence, et je quittais la table, l'appétit coupé. La vérité, c'est que j'avais trouvé une nouvelle sorte de famille, une famille forgée dans le feu, pas dans le sang. Mes camarades de classe sont devenus des frères et des sœurs. Nous avons enduré ensemble, transpiré ensemble, nous sommes relevés les uns les autres quand nous tombions. Il n'y avait pas de hiérarchie de salle de conseil, pas d'option d'achat d'actions. Il y avait seulement la mission et la confiance qu'on pouvait vous accorder pour la mener à bien. La remise des diplômes a été douce amère. Je me tenais en tenue de cérémonie blanche, mon calot sous le bras, pendant que l'orchestre jouait et que la foule applaudissait. Des rangées de familles fières agitaient des drapeaux et prenaient des photos. J'ai scruté la tribune, cherchant un visage que je savais que je ne trouverais pas. Papa n'était pas venu. Ni pour la cérémonie. Ni pour la nomination. Ni pour le moment où sa fille devenait officiellement un officier de la marine des États-Unis. Maman était là, cependant, épongeant les larmes de ses yeux. Elle m'a serré si fort après que je pouvais à peine respirer. « Il a tort à ton sujet », a-t-elle murmuré. « Tu as déjà prouvé plus de choses qu'il n'en prouvera jamais. » Ces mots sont restés avec moi longtemps après son départ. Le déploiement a suivi rapidement. Ma première affectation a été Okinawa, loin des gratte-ciel scintillants que papa aimait désigner comme symbole de pouvoir. Les journées étaient longues, les nuits plus longues, et le travail n'était pas glamour, logistique, chaîne d'approvisionnement, paperasse sans fin pour maintenir les opérations en mouvement. Mais c'était important. Des hommes 2 fois plus grands que moi devaient me rendre des comptes, et j'ai appris à projeter l'autorité, non pas avec le volume, mais avec la clarté. La première fois que j'ai commandé une unité sur le terrain, les nerfs ont failli m'avaler tout entière. Mais je me suis souvenu des innombrables fois où papa m'avait dit que je n'étais pas à la hauteur. Et j'ai décidé à ce moment-là que je ne laisserai jamais sa voix être le dernier mot sur ma valeur. Les années ont passé. Je n'ai pas accumulé de richesses, mais des rubans.
Chacun un témoignage de survie, d'endurance, de moments que papa ne comprendrait jamais. Quand j'ai traîné un camarade blessé à travers un champ de tir. Quand je l'ai soigné sous le rugissement des coups de feu. Quand j'ai refusé la civière malgré un éclat d'obus dans le flanc. Ce n'était pas seulement des actes de devoir. C'étaient des actes de défi contre l'homme qui disait que je n'en étais pas capable. Et avec chaque cicatrice, avec chaque médaille épinglée sur ma poitrine, je sentais la distance entre nous s'élargir. Il avait son empire de verre et d'acier. J'avais mon empire de courage et de loyauté. Il n'est jamais venu me voir, n'a jamais appelé, n'a jamais dit une seule fois qu'il était fier. Mais j'ai cessé d'avoir besoin de lui, car à ce moment-là, j'avais construit quelque chose de plus fort que son approbation. Je m'étais construite moi-même. Le combat n'est jamais comme les films le présentent. Pas de musique grandiloquente, pas de ligne claire entre l'héroïsme et la peur. C'est comme 1000 décisions prises à la vitesse du souffle. Certaines dont on se souvient pour toujours, d'autres dont on ne réalise que plus tard qu'elles ont sauvé une vie. Je l'ai appris à la dure une nuit où le ciel au-dessus du golfe ressemblait à du pétrole et où la radio sonnait comme un cœur qui saute un battement. Nous menions un exercice conjoint qui s'est transformé en une véritable urgence. Les renseignements ont changé, un convoi ami s'est trop éloigné d'une route sur et le désert a décidé d'avaler nos plans. Je n'étais pas censé être en première ligne. J'étais celle que le presse-papier aimait, celle avec les cartes, les manifestes et le travail peu glamour de maintenir chaque ligne en activité. Mais quand l'essieu d'un camion a cédé et que son chauffeur est devenu silencieux sur les communications, j'étais la plus proche avec l'autorité de bouger. Je n'ai pas demandé la permission. J'ai bougé. Je me souviens encore de la chaleur qui montait à travers les semelles de mes bottes comme si le sol avait des dents. Un infirmier et moi nous sommes glissés derrière le véhicule en panne, et j'ai senti le monde se rétrécir à un petit cercle de poussière et de douleur. Le chauffeur était coincé sous le tableau de bord, conscient, saignant, essayant de s'excuser de nous déranger. Les gens s'excusent beaucoup quand ils meurent. C'est une partie de l'étrange politesse que la guerre vous inculque. Nous l'avons libéré avec un pied de biche emprunté, le genre d'outil pour lequel personne ne rédige de citation. Quand la poussière est retombée et que l'hélicoptère est arrivé en rugissant, j'ai réalisé que mes mains ne cessaient de trembler. Je les ai cachées derrière mon dos pour que personne ne les voie. Et puis j'ai marché devant mon équipe d'un pas assuré, car l'assurance est un langage que les leaders doivent parler même quand leur bouche est fermée. Je n'ai pas appelé à la maison pour le dire à qui que ce soit. Il n'y avait personne à appeler. Les nouvelles voyagent comme elles le font, discrètement, de manière détournée. Un détachement de SEALS qui nous avait observés a commencé à se présenter à notre champ de tir pendant les heures de repos. Au début, je pensais qu'ils me faisaient une faveur, les hochements de tête polis que l'on donne à l'officier qui n'est pas des vôtres. Mais ils ont continué à revenir, non pas pour me tester, mais pour s'entraîner avec moi. Ils étaient plus âgés que moi en moyenne, marqués de la manière dont le corps enregistre les choses, et réservés de la manière dont la douleur l'exige. Et pourtant, autour du rack de kettlebell cabossé et des barres de traction rouillées, nous avons trouvé un rythme. J'ai appris à me taire quand ils racontaient des histoires et à poser exactement une question quand ils avaient fini. Le respect, j'ai appris, est une route à 2 voies sans accotement. Il y avait Torres, qui courait sur une prothèse comme si le sol lui devait le temps qu'il lui avait volé. Il y avait Riley, dont la voix ne s'élevait jamais au-dessus d'un murmure calme, peu importe le bruit du monde. Il y avait il, qui souriait d'un coin de la bouche et m'appelait « Madame ». Comme si le mot faisait la différence entre le chaos et l'ordre. Je n'ai pas gagné leur amitié avec des discours. Je l'ai gagné par ma présence. En étant là, encore et encore, quand il pleuvait, quand ça faisait mal, et quand il aurait été plus facile d'envoyer un courriel à la place. Nous avons commencé à mélanger nos opérations, d'abord en entraînement, puis pour de vrai. J'ai apporté de la structure à des endroits qui préféraient le mystère. Ils ont apporté de la ruse à des plans qui aimaient avoir l'air bien sur un tableau blanc. Une fois, lors d'une opération de nuit près d'une côte qui sentait la rouille et le deuil, mon planning était dans le rouge. Le temps imparti était de 5 minutes pour l'extraction, et le chronomètre indiquait que nous en avions utilisé 8. La voix de il est venue sur la radio, légère comme une main sur votre épaule. Madame, les plans sont beaux jusqu'à ce qu'ils rencontrent la marée. Faites confiance à la marée. Nous l'avons fait. Nous nous sommes adaptés. Nous sommes sortis, trempés, en retard et vivants. Après, sous un ciel d'acier, il m'a passé un thermos et a dit « Vous nous avez empêchés de foncer dans un mur. » Ça compte. J'ai voulu dire que son calme nous avait sauvés.
Au lieu de ça, j'ai hoché la tête une fois, de la manière dont on le fait quand on comprend qu'un pacte n'a pas besoin d'encre. J'ai porté de nouveaux rubans après cette saison, le genre qui n'attire pas tant la lumière qu'il ne vous coupe le souffle. J'ai envoyé une photo à ma mère, une habitude que je ne pouvais pas abandonner, même si je savais que la maison où elle vivait ressemblait plus à un musée qu'à un foyer. J'ai reçu une petite carte en retour, de son écriture bouclée. Fier de toi. Je l'ai toujours été. Sois douce avec ceux qui ne le diront pas à voix haute. Je l'ai lu 3 fois, puis je l'ai glissé à l'arrière de mon portefeuille, derrière ma carte d'identité militaire, comme une amulette. 1 mois plus tard, l'appel est venu de mon père, non pas à moi, mais au bureau de mon commandant. La bureaucratie a tendance à être cruelle avec ce qui est personnel. Quand j'ai finalement eu le message, il était déjà vieux, ta mère est en soins palliatifs. Stade avancé. Il y avait une fenêtre de tir si je pouvais obtenir une permission. Le genre de fenêtre que la vie referme souvent pendant que vous remplissez le formulaire pour la demander. J'ai pris l'avion pour rentrer quand même, atterrissant dans une ville qui me semblait être un vieux costume qui ne m'allait plus. La maison sentait la même chose, le produit à polir au citron et l'argent. Elle paraissait plus petite dans le lit, ses cheveux partis, ses mains froides et parcheminées dans les miennes. Mon père se tenait dans un coin de la pièce comme un meuble sombre. Son visage était composé, sa cravate toujours parfaite. Nous n'avons pas discuté. Nous n'avons pas parlé. Nous avons regardé la machine écrire sa fine ligne de bip comme un mémo final. Quand elle s'est réveillée, sa voix était un murmure qui s'est enfilé directement jusqu'à mes os. « Tu as l'air si forte », a-t-elle dit. « Es-tu forte ?» Je lui ai dit que je l'étais, parce que je devais l'être. Elle a souri comme les gens sourient dans les peintures, douce sur les bords. Continue de choisir ce qui est vrai, même quand ce n'est pas applaudi. Elle s'est endormie, et des heures plus tard, elle était partie, aussi doucement qu'elle avait vécu. Mon père n'a jamais tendu la main vers moi. J'ai signé des papiers comme je signe des ordres et je suis reparti dans un monde où le deuil est quelque chose que l'on plie et que l'on glisse dans sa poche pour avoir les mains libres. Je n'ai plus eu de ces nouvelles après l'enterrement. Pas un mot, pas un appel. Les mois se sont transformés en une année. La fois suivante où le passé a heurté le présent, c'était sur une jetée qui sentait le sel et le diesel. J'avais été affecté à la supervision d'une rotation d'entraînement, et les SEALS venaient de rentrer de quelque chose dont aucun d'eux ne pouvait parler, mais que tous portaient sur leurs épaules. Riley boitait. Il avait une ecchymose sur la pommette qui ressemblait à la carte d'un endroit peu accueillant. Nous n'avons pas posé de questions. Nous avons soulevé en groupe et respiré en groupe jusqu'à ce que l'air redevienne amical. Ce soir-là, le soleil tombant comme une pièce de monnaie derrière l'horizon, James a descendu la jetée. C'est étrange, les moments dont on se souvient avec des verbes et ceux dont on se souvient avec des couleurs. Je me souviens de la lumière, meurtrie de pourpre puis d'or. Je me souviens du grattement de ses bottes. Je me souviens qu'il s'est arrêté juste avant mon espace personnel. Respectueux sans dire le mot. Nous nous étions rencontrés lors de briefing, nous nous étions croisés sur le papier, avions synchronisé nos calendriers plus d'une fois. Mais ce n'était pas une réunion et ce n'était pas un calendrier. Il tenait une petite boîte comme si elle pesait plus qu'elle ne le devait. « Je ne peux pas te promettre des mers calmes », a-t-il dit. « Je peux te promettre de ramer avec toi. Certaines demandes en mariage sont des feux d'artifice. La sienne était un lest. » J'ai dit oui parce que je savais qu'il comprenait la différence entre une décoration et une preuve. Il me voyait à 3 heures du matin, les cheveux attachés, l'uniforme froissé de fatigue et de fierté, choisissant les gens plutôt que l'apparence. Il aimait cette personne. Il ne m'a pas demandé d'être plus silencieuse, plus douce ou moins. Il m'a demandé s'il pouvait se tenir à côté de la vie que j'avais construite. Nous avons planifié quelque chose de simple, une chapelle, une réception modeste, une liste d'invités composée de personnes qui avaient mérité leur place en faisant partie de notre histoire. J'ai écrit une carte à mon père par souci d'exhaustivité, pas par espoir. Je me marie. 13h, chapelle navale. Je serai en uniforme. Je l'ai scellé avant de pouvoir ajouter quoi que ce soit que je regretterais. Le travail a fait ce que le travail fait, il a rempli les jours. Je me suis tenu devant des tableaux blancs et des plans de vol. Puis, devant des gens dont les yeux me disaient tout ce que j'avais besoin de savoir sur le poids qu'ils portaient, j'ai réécrit un module de formation pour donner aux instructeurs la permission de suspendre une évolution lorsque la ligne entre le courage et les dommages devenait mince. Les chiffres ont changé, moins de blessures,
moins d'effondrements silencieux dans les casernes à 3 heures. Personne ne m'a donné de médaille pour ça. Ils m'ont donné quelque chose de mieux, une obéissance sans plainte. La dernière opération avant mon mariage n'a pas été spectaculaire. C'était le genre qui mérite une note de bas de page et sauve des vies, une extraction qui exigeait plus de patience que de bravade. J'ai pris le dernier camion pour rentrer, les mains fermes sur la rampe, et j'ai pensé aux vœux. Pas le genre fidèle, le genre pratique. Servir la paix de l'autre. Protéger le but de l'autre. Refuser d'éteindre la lumière qui nous a amenés ici. Une semaine avant, j'ai repassé ma tenue de cérémonie blanche avec la même attention que j'accorderais à une carte qui nous ferait traverser un passage en toute sécurité, ou pas du tout. 4 étoiles, rubans alignés, chaussures comme des miroirs. J'ai placé la carte de ma mère sur la commode et je l'ai relue. Sois douce avec ceux qui ne le diront pas à voix haute. Je me suis demandé si la douceur aurait jamais sa place avec mon père. Je soupçonnais que la réponse était non, mais j'ai laissé la question ouverte comme une fenêtre au printemps. Le matin de la cérémonie, la base était un murmure de préparation. Torres a envoyé un texto, formation devant la chapelle. Tu marches, nous nous tenons là. J'ai répondu par un simple, reçu, le genre de mot qui en dit plus que n'importe quel sentiment. Alors que je me dirigeais vers la porte, mon téléphone a vibré, un numéro que je connaissais par mémoire musculaire. Je ne l'ai pas ouvert. Pas encore. La journée aurait bien assez de tempêtes. J'ai mis l'appareil dans ma poche et j'ai tendu la main vers la poignée, prête à marcher sur la ligne étroite entre le passé et le futur dans des bottes qui avaient appris les 2 terrains. Ce que je ne savais pas alors, c'était à quel point une pièce peut rendre un homme puissant petit, et à quel point un silence peut être assourdissant lorsque 280 personnes décident ensemble de ce qu'elles ne toléreront pas. James n'était pas le genre d'homme qui avait besoin de combler le silence. Il le laissait s'installer, sans être dérangé, jusqu'à ce qu'il passe de gênant à confortable. C'est ainsi que j'ai su qu'il était différent des hommes avec qui j'avais grandi. Mon père et mes frères remplissaient chaque espace de bruit, cours de la bourse, prédiction, instruction, correction. James remplissait l'espace de sa présence. Nous nous sommes rencontrés lors d'un groupe de travail conjoint au Pentagone. Il était déjà un Navy SEAL 4 étoiles à l'époque, bien que vous ne l'auriez pas su si quelqu'un d'autre ne vous l'avait pas dit. Pas d'esbrouf, pas de vantardise, juste un calme constant qui traversait la pièce comme de l'air pur. Je présentais un exposé sur la réforme de la logistique, un sujet aride qui pouvait endormir n'importe qui. Il a écouté sans ciller, les bras croisés, les yeux vifs, et à la fin de la session, il m'a arrêté dans le couloir. Vous ne déplacez pas seulement du matériel, a-t-il dit. Vous déplacez des vies. C'était le genre de commentaire qui reste, non pas parce qu'il flatte, mais parce qu'il voit. Nous nous sommes croisés encore et encore, briefing, exercice sur le terrain, le genre de carrousel sans fin qui fait tourner la machine militaire. Chaque fois, il se souvenait de petits détails. Comment je prenais mon café. Comment je glissais mes cheveux sous ma coiffure. Comment je restais tard, non pas parce que je devais, mais parce que quelque chose d'inachevé me rongeait. Il ne m'a jamais demandé d'être moins. Notre premier rendez-vous n'avait rien d'un film. Juste un restaurant près de la base, 2 assiettes d'œufs et de bacon, une serveuse qui appelait tout le monde « chérie ». Mais je me souviens avoir pensé, voilà ce que c'est, la normalité. Pas de projecteur, pas d'agenda, juste 2 personnes qui avaient toutes 2 vues assez d'obscurité pour apprécier la lumière des choses ordinaires. Avec le temps, sa constance est devenue mon lest. Il ne rivalisait pas avec moi, ne mesurait pas sa valeur par rapport à la mienne. Quand je rentrais tard, sentant encore le diesel et l'huile de fusil, il levait les yeux de son livre et souriait comme si j'étais parti 5 minutes, pas 5 jours. Il posait des questions, non par curiosité, mais par respect. Comment gardez-vous les hommes calmes sous le feu? Qu'est-ce que ça fait quand une unité vous salue? Je haussais les épaules et disais, c'est juste le devoir. Il secouait la tête. Non, c'est de la confiance. Ne le minimisez pas. La demande en mariage a été aussi simple que l'homme lui-même. Pas de grands gestes, pas de spectacle chorégraphié, juste nous 2 sur une jetée usée à Norfolk, les bottes pendantes au-dessus de l'eau, les mouettes criant au-dessus de nos têtes. Il a tendu une petite boîte simple et a dit, « Laisse-moi servir à tes côtés, ou que cela signifie. » Je n'ai pas pleuré. Je n'en avais pas besoin. J'ai juste dit oui, parce que je savais déjà. Lorsque nous avons annoncé nos fiançailles, la réponse de mon père est arrivée. Non pas par appel ou lettre, mais par le silence.
Des semaines plus tard, quand je l'ai finalement vu lors d'une réunion de famille, il m'a coincé près du bar. Son verre de bourbon luisait dans la faible lumière. « Tu porteras une vraie robe », a-t-il dit sèchement. « Pas ce costume. Pas devant mes amis. Tu ne me feras pas honte. »« Je ne t'épouse pas », ai-je répondu. « Je l'épouse lui, et je porterai ce qui dit la vérité. » Sa mâchoire s'est crispée. « Comprends-tu à quel point c'est humiliant ? Les gens chuchoteront. Ils se moqueront de toi. » Alors qu'ils se moquent, ai-je dit. Au moins, je saurais que je ne mens pas, il s'est détourné, marmonnant dans son verre. Mais je savais que les lignes de bataille étaient tracées. Planifier le mariage a été simple par conception. James ne voulait pas d'un cirque, et moi non plus. Nous avons choisi la chapelle navale, lignes épurées, vitraux qui captaient le soleil du matin, bancs usés par des années de main et de prière. La liste des invités était modeste, amis proches, camarades, quelques membres de la famille à qui je parlais encore. Les SEALS en ont entendu parler, bien sûr. Je ne les ai jamais invités formellement, mais un par un, ils m'ont dit, nous serons là. Torres a souri, sa jambe prothétique tapant sur le sol. Tu nous as fait traverser l'enfer. On ne va pas te laisser marcher seul jusqu'à cet hôtel. J'ai essayé d'argumenter. Ils ont secoué la tête. Non négociable. Une semaine avant la cérémonie, j'ai écrit une carte à mon père. Non pas par espoir. L'espoir m'avait été arraché il y a longtemps, mais par souci d'exhaustivité. Les mots étaient courts. Je me marie ce samedi. 13h, chapelle navale. Je serai en uniforme. Je l'ai scellé avant de pouvoir douter de moi-même. La veille, la tradition du mariage nous a séparés, James et moi. Il est resté avec un ami proche. Je suis resté dans les quartiers de la base. À minuit, j'ai repassé mon uniforme, la seule vérité que j'ai jamais portée. Chaque ruban aligné, chaque bouton poli, les chaussures reflétant les lumières du plafond comme des flaques d'eau. Alors que je lissais les poignets, mon téléphone a vibré sur la table de chevet. Un message d'un numéro que je connaissais par cœur mais que je n'avais jamais enregistré. 5 mots. Tu regretteras ça demain. J'ai fixé l'écran un long moment. Pas de choc, mais de la clarté, car c'était exactement qui il était et exactement qui je n'étais pas. J'ai posé le téléphone face contre table, j'ai pressé un dernier pli dans le tissu blanc et j'ai murmuré à la pièce vide, « Demain, je marcherai en étant moi-même. » Le matin s'est levé, vif et clair, le genre de ciel bleu marine que l'on ne voit qu'au printemps. Mon estomac était calme. J'avais fait face aux mortiers et aux mitrailleuses. Qu'était une confrontation de plus avec l'homme qui n'avait jamais cru en moi. Devant la chapelle, mon équipe s'est rassemblée en formation, médaille scintillante, le dos droit. Certains que je n'avais pas vus depuis des années. Tous sont venus sans qu'on leur demande. Prête, a demandé-il doucement. J'ai hoché la tête. Prête. Ce que je ne savais pas, c'était à quelle vitesse la journée allait basculer. Comment le besoin de contrôle d'un père allait déborder en un moment qui réduirait au silence 280 invités et le laisserait pâle comme la pierre. La chapelle sentait légèrement le cèdre et le poli quand je suis entré ce matin-là. Mes talons frappant le sol en pierre avec un rythme qui me calmait plus que n'importe quelle prière. La lumière du soleil filtrait à travers les vitraux, se brisant en éclats de rouge et d'or sur les bancs. C'était calme, presque révérencieux, comme si la pièce connaissait le poids de ce qui allait se dérouler. 280 sièges avaient été réservés, chacun occupé par quelqu'un qui représentait un morceau de mon monde divisé. D'un côté, des PDG, des investisseurs, des hommes et des femmes en costume sur mesure avec des sourires aiguisés par des années de salles de conseil et de bilan. C'était la foule de mon père, rassemblée moins pour me célébrer que pour juger les apparences. De l'autre côté, des uniformes, des SEALS, des marines, des marins, des hommes avec qui j'avais été entraîné, avec qui j'avais versé mon sang, avec qui j'avais enterré des amis. Ils n'étaient pas là pour les apparences. Ils étaient là pour moi. La tension était visible dans le vide entre ces deux groupes, un gouffre plus large que n'importe quelle allée. Je me tenais à l'arrière de la chapelle, flanqué de Hill et Torres, tous deux dans leurs propres uniformes. Torres s'appuyait légèrement sur sa prothèse, son expression calme mais inflexible. Il ajusta ses poignets, puis me jeta un petit sourire en coin. « Vous ressemblez à un commandant sur le point d'entrer sur le champ de bataille, dit-il. » Je souris faiblement. C'est à peu près la même sensation. La différence, ajouta Torres, c'est que cette fois,
nous marchons avec vous. Leur présence me stabilisait. Je n'en avais pas besoin, mais cela comptait quand même. Les invités chuchotaient en m'apercevant. L'uniforme était impossible à ignorer. Des rangées de rubans bordaient ma poitrine, chacun un chapitre de sacrifice. Les 4 étoiles sur mon épaule semblaient briller plus fort sous la lumière du soleil que les diamants au poignet de la moitié des femmes. Du premier rang, le regard de mon père transperçait l'air. C'était le seul homme dans la chapelle qui ne chuchotait pas, ne bougeait pas, ne sciait pas. Son smoking était plus noir que minuit. Sa cravate nouée avec la précision d'un homme qui ne pouvait pas se permettre d'erreur. Il ressemblait à l'incarnation du pouvoir, du moins jusqu'à ce que vous remarquiez la tension dans sa mâchoire, la façon dont sa main serrait sa canne un peu trop fort. Quand nos yeux se sont croisés, il a haussé un sourcil comme pour dire « Ne me teste pas ». La musique a commencé doucement, un orgue jouant les notes processionnelles, montant comme une marée. Ma poitrine s'est serrée, non pas de nervosité, mais de clarté. Chaque pas dans l'allée ressemblait moins à la marche d'une mariée qu'à une marche vers la vérité. Les SEALS m'avaient prévenu. Nous nous lèverons si quelqu'un vous regarde de travers. Je les croyais. Ce n'étaient pas des hommes de menace en l'air. À mi-chemin de l'allée, j'ai aperçu James à l'hôtel. Il portait un costume bleu marine impeccable, simple, ancré comme lui. Ses yeux ont brillé quand il m'a vu, non pas de surprise, il savait que je porterais l'uniforme, mais de quelque chose de plus profond. Le respect. L'appartenance. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti les pièces de ma vie s'aligner. Mais avant même que je ne l'atteigne, la tempête a éclaté. Papa s'est levé de son siège au premier rang. Le mouvement, lent, délibéré, conçu pour attirer tous les regards. Il est entré dans l'allée, me forçant à m'arrêter net. Un murmure a parcouru la pièce. L'orgue a faibli, les notes se coupant comme un souffle retenu trop longtemps. Il m'a regardé de haut en bas, ses lèvres se retroussant en un ricanement qui portait plus de mépris que les mots ne pourraient jamais le faire. Puis il l'a dit, d'une voix assez forte pour que toute la chapelle entende. Enlève ces stupides médailles. Les mots sont tombés dans le silence comme des pierres dans l'eau calme. La foule s'est tendue. J'ai pu entendre quelqu'un halter à l'arrière. Ma gorge s'est nouée, non pas de honte, mais du poids de toutes les années qui avaient mené à ce moment. J'ai redressé ma colonne vertébrale, rencontrant son regard sans broncher. Non, ai-je dit simplement. Pendant un instant, le monde a retenu son souffle, puis sa main est partie. La gifle est venue plus vite que je ne m'y attendais, un claquement qui a résonné contre les vitraux. Ma joue a brûlé. Ma tête a basculé sur le côté, mais mes pieds n'ont jamais chancelé. Des halètements ont éclaté. Un verre s'est brisé quelque part près de l'arrière. Pendant une fraction de seconde, la pièce s'est figée dans l'incrédulité. Avant que je puisse réagir, James a bougé. Il s'est avancé, sa main se refermant sur le poignet de mon père avec une poigne qui n'admettait aucune discussion. Calme, stable, délibéré, de la manière dont seul un homme qui avait affronté de pires tempêtes pouvait l'être. Il s'est penché, sa voix basse mais assez tranchante pour couper, 8 mots qui ont réduit la pièce au silence. Toute la chapelle s'est levée, non pas dans le chaos, non pas sous le choc, mais en solidarité. Mon père, l'homme qui avait bâti sa vie en commandant des salles de conseil et en pliant les foules à sa volonté, se tenait pâle et tremblant devant 280 témoins. Et pour la première fois, l'empire qu'il avait construit ne signifiait rien. Je n'ai pas détourné le regard. Ma joue me piquait encore, mais ma fierté était plus grande que jamais. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que l'allée n'était pas seulement un chemin vers le mariage. C'était le champ de bataille où le monde de mon père et le mien entraient enfin en collision, et il était en train de perdre. Pendant un instant, la chapelle fut absolument silencieuse. La main de mon père était suspendue dans la poigne de James, le poignet en soie de son smoking froissé dans l'emprise de fer d'un homme qui avait mené des guerriers à travers le feu. Le visage de papa, normalement empourpré de pouvoir, avec la certitude que chaque pièce lui appartenait, devint blanc. Ses yeux passèrent de moi, debout et fier dans mon uniforme, à James, dont la voix calme venait de prononcer 8 mots qui suivraient mon père pour le reste de sa vie. Vous venez de frapper un officier décoré de l'US Navy. 8 mots, simples, indéniables, mortels dans leur vérité. Les mots n'ont pas été criés. Ils n'en avaient pas besoin. Ils portaient le poids de 4 étoiles et l'autorité de chaque homme dans cette salle qui savait ce que signifiait servir. Le silence fut rompu par le son de 280 personnes se levant comme un seul homme. Costume, robe, uniforme,
tous debout. Personne ne leur a donné d'ordre. Personne n'a demandé. Ils se sont levés parce qu'ils savaient où se trouvait l'honneur. Mon père a essayé de parler, sa bouche s'ouvrant comme un homme sur le point de se lancer dans une tirade de salle de conseil, mais aucun mot n'est venu. Il avait passé sa vie à contrôler les récits, à réduire au silence la dissidence avec de l'argent et de l'intimidation. Mais ce n'était pas une table de conférence. C'était une chapelle remplie de gens qui mesuraient la valeur non pas en dollars, mais en sacrifices. James relâcha son poignet avec un soin délibéré, comme s'il lâchait quelque chose de fragile, ou quelque chose de déjà brisé. Papa recula d'un demi-pas, frottant l'endroit où il avait été tenu, l'empreinte de l'humilité gravée plus profondément que n'importe quel échymose ne pourrait le faire. Je sentais encore ma joue palpiter à cause de la gifle, mais la douleur n'avait plus d'importance. Elle s'était transformée en carburant. Je me suis tourné pour faire face à la foule, mes rubans scintillants, mes médailles captant la lumière du soleil fracturé qui se déversait à travers les vitraux. Pour la première fois de ma vie, ce n'était pas moi qui étais jugé. C'était mon père, et le verdict était clair. Un des SEALS, Torres, s'appuyant sur sa prothèse, brisa le silence avec 3 mots qui résonnèrent plus fort que l'orgue ne l'avait jamais fait. Amiral sur le pont. La salle répondit instantanément. Chaque militaire, homme et femme, se mit au garde à vous, saluant avec une précision nette. Même certains civils suivirent le mouvement, maladroitement, mais sincèrement. L'air était épais de révérence, le genre que l'on ne peut pas simuler, le genre qui ne s'achète pas. L'empire de mon père n'avait jamais inspiré cela. Pas une seule fois. Je l'ai regardé, puis je l'ai vraiment regardé. L'homme qui avait rejeté mes rêves, qui m'avait exclu des conversations, qui m'avait réduit au silence par son dédain. Il avait pensé que ce jour serait son triomphe, un jour pour parader sa richesse, son influence, son image soigneusement entretenue. Au lieu de cela, il était pâle, tremblant, diminué sous le regard de personnes qu'il ne pourrait jamais contrôler. Il m'avait toujours dit que les médailles étaient stupides, mais à ce moment-là, elles étaient la seule vérité qui comptait. J'ai parcouru le reste de l'allée, chaque pas résonnant comme un battement de tambour de défi. James attendait à l'hôtel, ses yeux fermes, la fierté écrite sur son visage. En l'atteignant, il et Torres se sont retirés avec une dignité impeccable, leur escorte terminée. L'aumônier s'est éclairci la gorge, sa voix incertaine au début, puis forte. Devons-nous continuer? J'ai hoché la tête une fois. La cérémonie a repris, mais rien n'y paraissait petit. Chaque vœu, chaque mot portait le poids de ce qui venait de se passer. Quand James a pris mes mains et a promis de servir non seulement mon corps, mais ma paix, j'ai senti la brûlure sur ma joue s'estomper en quelque chose de bien plus grand, la justification. À la réception qui a suivi, les chuchotements ont couru dans la foule comme le vent dans les hautes herbes. Les gens rejouaient le moment, la gifle, le silence, les 8 mots, l'ovation debout. Mais personne n'a osé rire. Personne n'a osé diminuer ce qui s'était passé. Mon père est parti discrètement avant que le gâteau ne soit coupé. Pas de grande sortie, pas de discours d'adieu, juste un homme se glissant dans la nuit, dépouillé de l'autorité qu'il pensait autrefois inébranlable. Je ne l'ai pas poursuivi. Je n'en avais pas besoin, car la vérité avait déjà été dite, vue et scellée. Plus tard dans la nuit, James et moi sommes sortis prendre l'air. Le clair de lune s'étendait sur l'eau, doux et argenté. Il a touché ma joue doucement, son pouce effleurant la légère marque rouge. « Est-ce que ça fait mal ?» a-t-il demandé. J'ai secoué la tête. Plus maintenant. Il a souri. Bien. Parce que ce dont les gens se souviendront, ce n'est pas la gifle. C'est la façon dont tu t'es tenu. Et il avait raison. C'est ça, la vengeance. Les gens pensent qu'il s'agit de destruction, d'écraser ceux qui vous ont fait du tort. Mais la vengeance la plus puissante n'est ni bruyante ni violente. C'est de se tenir si droit que les personnes qui ont essayé de vous briser ne peuvent plus vous regarder de haut. Mon père sera toujours un riche PDG. C'est son héritage. Mais le mien est différent. Le mien est l'honneur gagné dans les déserts et les mers, porté dans les cicatrices et les rubans, salué par des hommes qui ne m'ont jamais demandé d'être moins. Et quand le monde s'est levé ce jour-là, non pas pour la richesse, non pas pour le pouvoir, mais pour le respect, ce n'était pas seulement mon mariage. C'était ma revanche. Si vous avez déjà été sous-estimé, rejeté ou si on vous a dit que vous n'étiez pas à la hauteur, souvenez-vous de ceci, l'honneur ne vient pas du sang ou des titres. Il vient de ce que vous avez enduré, de ce que vous avez construit et de la vérité que vous refusez d'enlever,
Peu importe qui l'exige. Qui s'est levé pour vous quand les autres ne l'ont pas fait? Qui vous a salué, non pas parce qu'ils le devaient, mais parce qu'ils l'ont choisi? Laissez votre histoire dans les commentaires. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que le respect ne s'achète pas, il se mérite. Et si vous voulez entendre d'autres histoires comme celle-ci, où la trahison se transforme en clarté et le silence en force, abonnez-vous. Car ensemble, nous nous élevons.